Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel atelier du Business Booster Forum qui s'est déroulé le 10 et 11 mars. Nous sommes parmi les dernières sessions de ces 2 journées très, très pleines sur l'international des entreprises françaises. Maintenant, avec une thématique dédiée à l'industrie 4.0 et la transition verte en Roumanie. Une thématique à laquelle on va dédier 1 heure et on a parmi nous en fait deux intervenants. D'un côté, nous avons Deloitte avec Madame Roxandra Bondila qui va nous faire une entrée en matière sur les opportunités et les chiffres clés de la Roumanie, avec une transition par la suite sur les opportunités industrielles et les grandes tendances dans la digitalisation de l'entreprise, et un témoignage très riche qui viendra de la part de l'entreprise Forestia avec M. Philippe Neva qui va nous présenter la politique de transition verte globale du groupe, les activités sur la Roumanie et les avantages et les défis qu'une entreprise comme Forestia peut trouver en Roumanie. Je suis Adriana Rocor, je suis la directrice exécutive de la CCIFR et je vais modérer cet atelier. Je vais vous retrouver plusieurs fois pendant cette heure. Et sans tarder, je vais donner la parole à Madame Bodila pour vous présenter les opportunités et les grands chiffres de comment investir en Roumanie. Donc, Sandra. Bonjour Adirana, bonjour Philippe. En fait, pendant ma vie professionnelle, j'ai croisé un nombre et j'ai accompagné un nombre important des investisseurs étrangers et toujours les questions portaient sur le même sujet. Quels sont les indicateurs macroéconomiques? Il va y avoir de la croissance, quelle est la dimension de la du marché, quelle est la disponibilité des ressources naturelles, la qualification de main-d'œuvre, le coût de main-d'œuvre et bien sûr le financement. Donc, c'est sans surprise que dans ma présentation aujourd'hui, je vais essayer à toucher de très près à tous ces sujets pour pouvoir vous donner une idée de comment c'est pour devenir ou considérer la Roumanie comme destination d'investissement. Donc, on peut passer, je vais commencer avec le tableau macroéconomique qui a l'air plutôt positive en fait, même si la Roumanie a plongé, la croissance de la Roumanie a plongé à 2020 dans le territoire négatif. Il faut dire qu'en fait, cette année, on a une perspective positive et on s'entend dans une croissance de 30,8, même 4%, si on voit les derniers articles publiés par les différents analystes. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après les restrictions seront levées, la demande et le retour de la croissance des principaux partenaires commerciaux de la Roumanie contribue à la croissance du pays. Et on envisage aussi une expansion du produit interne brut de 4% en 2022. Bien sûr, ça dépend de l'évolution interne et externe et ça dépend aussi de la vitesse avec laquelle la campagne de vaccination va être implémentée. On espère bien jusqu'à la fin de 2021. À la mi-février, la Roumanie comptait 1 million de gens qui étaient vaccinés, ce qui positionnait la Roumanie sur la 3e place dans l'Union européenne. Donc voilà, le PIB s'annonce bien. La consommation en Roumanie, il faut reconnaître quand même que l'économie roumaine a une forte, elle est poussée aussi elle est poussée fortement par la consommation interne. Et cette consommation interne, elle est rétablie et elle est assez robuste. Aussi, la production industrielle dans décembre 2020, elle atteint déjà 1,6% par rapport à décembre 2019. Et depuis, on a 3 mois de croissance consécutive.
est le rythme de croissance le plus rapide depuis mars 2019, ce qui nous donne des perspectives roses. Il y a l'inflation, elle est un peu augmentée au niveau du mois de janvier, mais c'est dû à la libéralisation de marché de l'énergie qui finalement s'est fait aussi pour les consommateurs domestiques. On peut passer à la slide suivante pour voir quelles sont en fait l'évolution des investissements étrangers directs en Roumanie. Le niveau d'investissement étranger direct en Roumanie en 2020, ça va arriver à 90 milliards d'euros. C'est vrai que 2020, quand même, ça a été une année maigre, si je peux dire comme ça, en investisseurs étrangers, parce qu'on a reçu seulement un flux de 1,9 milliard d'euros, mais c'est dû normalement au coronavirus. Et ce que je peux dire, c'est qu'en effet, ces flux qui représentent 0,5 à peu près de flux mondial d'investissement au niveau global, ça représente quand même 75% des exports et 68% d'imports. Et que presque 30% de la population active travaille pour des entreprises étrangères. Si on regarde aux pays qui ont investi en Roumanie, ou plutôt aux compagnies qui ont investi en Roumanie, et ici, il faut dire que les gens sont souvent trompés par les statistiques officielles parce que comme la plupart des compagnies, elles vont s'inscrire, elles vont se placer le headquarters en Hollande pour des raisons fiscales. Il y a une idée comme quoi l'Hollande est le premier investisseur en Roumanie, mais en effet, le premier pays en termes d'investissement en Roumanie, c'est l'Allemagne, qui est suivi par l'Autriche. La France est dans la 3e place, suivie par l'Italie et les États-Unis. On peut passer à la slide suivante. Si on regarde sur la destination, quelle est en fait où les investisseurs étrangers investissent, on va voir en fait que c'est surtout dans l'industrie qui est 1,3, non 1,8, il y a une petite erreur sur le slide, 1,3 millions d'euros, suivi par le commerce et ensuite par le secteur bancaire et assurance. Et quand on parle d'industrie, c'est important de préciser qu'1 million d'euros, c'est en fait dans l'industrie manufacturière. Il y a beaucoup de producteurs industriels qui sont implantés en Roumanie. On peut passer sur voilà. Donc, si on parle de dimension du marché, le pouvoir d'achat, ce n'est pas impressionnant. Il est à peu près à 5 600 euros en 2020, bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Les dépenses mensuelles par ménage de 860 euros en 2019. Et quand même, on parle d'une population de 19,4 millions d'habitants. Ce qui fait de la Roumanie que c'est comme dimension le 2e marché dans la région après la Pologne. On peut passer au slide suivant. Voilà, et maintenant je veux toucher à un sujet qui est un peu controversé. Si on parle de la compétitivité de la Roumanie, il y a beaucoup de programmes qui visent l'augmentation de la compétitivité de Roumanie. Si on regarde la compétitivité de la Roumanie en isolation, on va voir bien que la Roumanie, en fait, elle se trouve dans l'avant-dernière place dans l'Union européenne. Et c'est aussi le cas quand on parle de niveau de salaire dans le pays. Mais si on regarde en fait à la productivité ajustée au salaire, alors le tableau change et on voit qu'en fait la Roumanie est la première placée dans l'Union européenne en termes de productivité
ajustés au salaire, ce qui quand même change de perspective. On peut passer aux slides suivantes. En ce qui concerne la main-d'œuvre, vous avez sur le slide le pourcentage de la population employée par chaque secteur. Quand même, comme le secteur de services est divisé entre ces différents secteurs, il faut dire que la plupart des employés, ils travaillent dans le secteur de services. Et si on parle de la population civile active, on parle d'une population de 45% de la population totale du pays. On peut passer au slide suivant. C'est important de voir comment en fait les investisseurs ils choisissent de s'implanter en Roumanie. Il y a quelque temps avant, il y a 10 ans, quelqu'un m'a expliqué une théorie comme quoi s'il y a plus d'investisseurs qui viennent dans un certain endroit, à un certain moment, ça va créer une zone qui va contribuer au développement d'investissements en soi et au développement de ces types d'investissements dans la région géographique où ils décident de s'implanter. Et en fait, je crois que cette information en fait illustre ce type d'approche parce qu'on va voir bien que la plupart de l'industrie lourde est concentrée dans la partie du sud-est de la Roumanie et dans la Transylvanie antérieure où aussi il y a beaucoup d'implantations de l'industrie automobile, les spare parts en général, et dans Oltenie, on a Dacia, Renault, en fait, qui est le plus gros investissement en Roumanie. Il y a aussi les services informatiques et les shared service centers qui sont plusieurs situés autour des grandes villes où il y a les centres universitaires parce qu'il y a la force de la main-d'œuvre qui est disponible là-bas d'absolvants d'université parlant plusieurs langues et bien qualifiés. Donc, ils sont distribués plutôt autour de Bucarest, Iași, Cluj et Timișoara. Tandis que l'industrie aéronautique, elle est aussi présente autour de grandes villes plutôt industrielles, je dirais. Et bien sûr que la construction navale suit les cours importants d'eau, donc la mer Noire et la Danube. C'est important de préciser pour les petites et moyennes entreprises ou pour toutes les entreprises qui sont intéressées dans l'IT, dans la technologie de l'information et de communication, que la Roumanie se classe sur la 5e place parmi les États membres de l'Union européenne et en regroupant un pourcentage de 5,6 dans tous les diplômes au niveau de l'Union. Et il y a aussi un autre avantage, je disais, en Roumanie, près de 150% de la population parle au moins une langue étrangère et on parle d'environ 2,5 millions de francophones en Roumanie. On peut passer au slide suivant. Si on parle de la législation et fiscalité, je vais commencer pour donner quelques informations qui viennent d'un rapport de la Banque mondiale. Il faut dire que sur 190 pays analysés, la Roumanie se classe sur la première position dans le commerce transfrontalier. Et dans l'échelon supérieur pour les catégories création d'une entreprise. Donc, si vous avez l'intention un jour de vous implanter en Roumanie, c'est simple d'enregistrer une société. Paiement des impôts. Maintenant, il y a des facilités de payer les impôts online et ça va continuer. L'administration continue de se digitaliser de plus en plus.
Et obtenir un crédit aussi, c'est facile en Roumanie. Les aspects les plus difficiles identifiés par les investisseurs, en fait, sont liés à l'infrastructure, l'accès aux services de l'électricité et le permis de construire, qui est un peu plus difficile d'obtenir. Et on peut passer à la slide, aux slides suivantes. En ce qui concerne les taxes en Roumanie, c'est intéressant de dire que la Roumanie est considérée comme une juridiction avec une fiscalité réduite du point de vue de l'impôt sur les sociétés, qui est à un niveau de 16%. Et pour les petites entreprises, c'est 1% sur le chiffre d'affaires. La taxe sur le VAT est 19%. Et il y a certaines exceptions, aliments, tourisme, logements sociaux et services médicaux, où la fiscalité est plus réduite, 5%, 7%. Et la fiscalité aussi, elle est réduite pour certaines activités. Et on parle ici de recherche et développement. C'est aussi, je crois, important de préciser que la fiscalité sur la main-d'œuvre est élevée, même si le taux sur le revenu individuel est seulement de 10%, même si on parle de salaire ou de gain de capital, mais il y a 35% de contribution pour la sécurité sociale. Aussi, c'est très important de préciser, c'est qu'il y a depuis un nombre d'années quand même, certaines industries sont exonérées de certaines taxes, contributions. Ça a commencé avec l'industrie IT, où les programmateurs, les gens qui travaillent pour faire vraiment de la programmation ont un régime fiscal spécial. Mais il y a 2 ans, c'est déjà, ça s'applique aussi des employés dans le secteur de construction et de recherche et développement. On peut passer au slide suivant. Et finalement, on est arrivé aux possibilités de financement parce qu'il y a pas mal de fonds non remboursables qui viennent en Roumanie et qui sont disponibles pour les entreprises aussi. Et je dirais que dernièrement, pour les petites et moyennes entreprises, d'autant plus. La Roumanie recevra des fonds non remboursables en valeur de 33 milliards d'euros sur 5 ans et des fonds remboursables en valeur d'environ 565 milliards d'euros pour le programme Next Generation de l'EU. Ce programme, c'est un programme de relancement. Comme vous savez, il a été fait par l'Union européenne pour assister tous les pays de pouvoir mitiger les effets produits de la pandémie de COVID-19. Mais revenons-nous aux fonds non remboursables. Les fonds non remboursables, ils vont venir à travers le programme opérationnel sur 5 ans, comme je viens de préciser. Et ces programmes en soi, le cadre, il est déjà établi, mais les programmes en soi, ils vont être agréés par la Commission européenne dans le premier semestre de 2021. Donc, c'est bon le moment de maintenant. Et il y a aussi le plan national de rétablissement et de résilience. Oui, il y a des subventions et des instruments financiers. Et en fait, les projets en soi vont commencer à être approuvés par la Commission en avril 2021. J'aimerais vous donner un peu plus de détails sur ces instruments. Dans le plan national de rétablissement et de résilience, il touche 3 piliers, il est basé sur 3 piliers. On parle d'une enveloppe de 30 milliards d'euros. On parle de transport durable, de changement climatique, de l'environnement, énergie verte, efficacité énergétique, de bâtiments et pas seulement, aussi dans l'industrie, les réseaux intelligents, mobilité urbaine,
Et il y a aussi sur le troisième pilier, compétitivité économique et résilience, des écosystèmes qui comprennent bien les verticales d'investissement. Donc, on parle de petites et moyennes entreprises qui sont des fournisseurs pour des grandes entreprises. Et aussi la recherche et le développement, mais aussi la transformation digitale des services publics, où il y a beaucoup des investissements à faire. Ce qui est intéressant de mentionner pour cette enveloppe, c'est que en fait, une grande partie, elle est prévue pour les 2 ans à venir. Et la troisième partie, elle doit être dépensée jusqu'à la fin de 2023. En ce qui concerne le slide suivant, s'il vous plaît. En ce qui concerne les fonds structurels et d'investissement pour la Roumanie, on parle d'un total de 32,2 milliards d'euros, dont 19 milliards, c'est le Fonds européen régional de développement, 7 milliards pour le Fonds social européen, 1,7 le Fonds de la transition juste et 4,5 sur le Fonds de cohésion. Et dans les slides suivantes, je vais donner quelques exemples des projets qui peuvent s'inscrire dans ces fonds. Donc, premièrement, on parle de la croissance intelligente et de la digitalisation, et on parle d'une enveloppe d'environ 1,9 milliard d'euros. Et c'est un projet qui vise les PME. On parle ensuite du transport, mais on parle surtout de transport, de réseau de transport d'infrastructures, pas forcément infrastructure routière, on parle plutôt de le transport vert. Donc, le transport sur l'eau, le transport les tramways, le transport multimodaux et la sécurité routière aussi. En ce qui concerne les fonds régionaux, il y a 8 programmes opérationnels qui couvrent toutes les régions de la Roumanie, pour chaque région de la Roumanie. Et ici, on se concentre beaucoup sur recherche et développement, services de transformation digitale et aussi on s'adresse aux PME qui vont mettre en avant des solutions innovatives qui visent la transformation digitale et aussi d'autres idées qui concernent le recherche qui peuvent être implantées. Et aussi, on parle de la développement durable et dans cette enveloppe, on parle des projets d'efficacité énergétique. En Roumanie, il y a des réseaux de cogénération. Il y a déjà des investisseurs français qui sont présents, qui nécessitent d'investissement et d'efficacité énergique. On parle d'efficacité énergique au niveau des industries. On parle de l'infrastructure, de l'eau, de l'eau usée, on parle de l'économie circulaire, voilà, de recyclage, et on parle aussi de changement climatique. Donc, slide suivant. Avant de conclure, je voulais quand même parler de la technologie et des compétences digitales en Roumanie, parce que je crois que ça reste vraiment un maillon fort de ce pays. Et il s'agit aussi des informaticiens, mais il s'agit aussi de l'infrastructure du pays dans ce cas. Ce n'est pas le cas de l'infrastructure de transport. Si vous allez demander les compagnies industrielles, mais par contre, l'infrastructure digitale, si on peut dire comme ça, et si on parle de la bande à grande vitesse, le broadband, en fait, la Roumanie, elle se classifie bien dans l'Union européenne
En termes de connectivité à la bande de grande vitesse, il y a une tendance à la hausse. Maintenant, la connectivité est de à peu près 82%, qui est au-dessus quand même de la moyenne des États membres qui est 86%. Mais en termes de la couverture du réseau fixe à très haute capacité, la Roumanie, elle est vraiment parmi le peloton, elle est parmi les mieux placées. Parce que dans le milieu urbain, on parle de 68% en 2019, 19 par rapport à la moyenne européenne qui est seulement 44%. Et aussi dans le milieu rural, on parle de 39% par rapport à 20% de la moyenne européenne. En ce qui concerne le prix, en termes de prix pour la bande à haute vitesse, la Roumanie est la première dans l'Union européenne, c'est-à-dire que l'on est le moins cher. Et aussi pour les catégories de services fixes, mobiles ou un paquet de fixes et mobiles. En ce qui concerne l'adoption des nouvelles technologies, la Roumanie, elle se situe du point de vue de l'indicateur de préparation à la 5G au niveau de 21%, qui est la moyenne européenne. Il y a une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour la mise en œuvre de l'implémentation du 5G. Et cette stratégie a été adoptée en juin 2019 et on prévoit un impact sur l'économie de 250 000 emplois et 4,7 milliards d'euros. Et en ce qui concerne la main-d'œuvre, il y a une préoccupation, disons, de se concentrer sur le développement des compétences digitales. Et pour ça, il y a 2 projets qui ensemble arrivent à une valeur de 98 millions d'euros, qui visent le système d'éducation pour en fait arriver à avoir des compétences digitales pour la force d'œuvre de demain. Voilà, donc j'espère que je me suis encadrée dans le temps qui m'était dédié. Merci, merci beaucoup, Sandra. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin du webinaire. Entre-temps, je voudrais vous continuer en fait la présentation commencée par Sandra, par vous donner un aperçu de l'implantation industrielle. L'industrie qui représente aujourd'hui 25% du PIB de la Roumanie, avec 2 filières porteuses, une filière dans l'automobile et une dans l'aéronautique. La filière automobile représente elle-même 14% du PIB de la Roumanie, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 26 milliards d'euros, presque 130 000 salariés et un écosystème autour de 2 grands assembleurs, constructeurs automobiles, Dacia et Ford, regroupant les 20 premiers équipementiers automobiles mondiaux, enfin 13 des 20 grands équipementiers automobiles mondiaux, dont Faurecia qui est aujourd'hui présente avec nous, soit avec des centres de production, mais beaucoup d'entre eux développant de plus en plus des centres de recherche ou de centres de services partagés ou de formation technique. Pour l'industrie aéronautique qui elle-même est structurée autour de Airbus, elle regroupe une vingtaine de sociétés actives. Il faut savoir que l'aéronautique en Roumanie, c'est une industrie traditionnelle, enfin historiquement importante, avec des compétences de haut niveau, notamment dans la région de Brașov où Airbus est implanté, avec un projet de production locale à terme et avec des investissements qui sont faits autour pour développer une filière de fournisseurs. Quelques mots sur la slide suivante, sur la partie présence française.
vous trouvez en Roumanie un écosystème en faveur du développement de l'industrie 4.0 parce que vous avez 3000 sociétés et entreprises à capitaux français qui sont présentes en Roumanie, dont 250 dans le secteur industriel, ce qui correspond à 51% du chiffre d'affaires global en fait, de ces investisseurs et 48% des effectifs. Donc, un investissement français, une présence française en Roumanie centrée en fait, sur l'industrie. Avec bien sûr les grandes références présentes. Pourquoi autant de présence en fait? Pourquoi autant de concentration sur la Roumanie? Il y a quelques opportunités à venir également. Donc, tout d'abord, la relocation de la production en Europe, le nearshoring, nearsourcing, ça ouvre des nouvelles perspectives sur l'Europe de l'Est, la Roumanie étant un pays plutôt bien placé dans cet écosystème, de par sa tradition industrielle, de par sa proximité culturelle et linguistique, de par la richesse de ses compétences et la proximité en fait logistique avec les grands producteurs dans la région. Il y a aussi une dimension liée à l'infrastructure informatique qui est très importante. La Roumanie a connu ce qu'on appelle un gap technologique. On est passé d'un pays qui n'était même pas câblé pour le téléphone fixe presque à la 5G avec peu d'étapes intermédiaires. Et du coup, aujourd'hui, on est un des pays les mieux équipés en fait, au monde pour l'infrastructure IT. Et enfin, les compétences nécessaires à la Digital Factory. Parce qu'il y a beaucoup de spécialisation, comme Sandra vient de le dire dans sa présentation, autant sur le segment technique que sur le segment informatique et forcément sur le croisement des deux. Sans tarder, je vais vous proposer de passer au témoignage de Forestia, une entreprise qui aujourd'hui a une diversité d'activités implantées en Roumanie, qui est présente en Roumanie depuis longtemps. Mais je vais laisser Philippe Neva vous en dire davantage. Bonjour à vous tous. Alors, je vais donc. On a à peu près combien de temps, Adriana? Je pense qu'on peut prendre une vingtaine de minutes. Ok, 20 minutes. Donc, je vais commencer par une introduction sur Forestia, les activités de Forestia, le groupe Forestia dans son ensemble, sa stratégie ensuite en termes de neutralité carbone et aussi de digitalisation d'usine 4.0. Puis enfin, je vais faire un petit focus sur la Roumanie pour vous présenter l'essentiel des activités de Forestia en Roumanie, avec une présence sur les trois en fait, corps de métier principaux du groupe. Donc voilà, je vais donc partager mon écran. Voilà. Je pense que vous pouvez. Mon écran est visible, non, Adriana? Pas de souci de lecture? Oui, ça va. Ok, très très bien. Donc, overview, donc, effectivement, donc Forestia, on est bien sûr un groupe spécialisé dans l'industrie automobile en tant que fournisseur de technologies de premier plan pour tous les constructeurs automobiles sur tous les continents. Bien sûr, je dirais d'origine entreprise française, c'est une entreprise qui s'est modélisée, internationalisée depuis je dirais les 40 dernières années. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires du groupe, il est de presque 18 milliards de chiffre d'affaires avec plus de 100 000 employés, 102 nationalités, 37 pays, quasiment 250 usines, 37 centres R&D et 4 activités principales. 3 activités qui sont historiques. L'une qu'on appelle, bien sûr, Seating, en fait, c'est l'activité siège, dont l'historique était en fait le groupe Bertrand Fort, qui s'est intégré ensuite à Forestia. La partie Clean Mobilité, qui était la partie vraiment intégrée au groupe PSA pour tout ce qui était initialement, qui était vraiment très réduit sur la partie échappement, mais qui s'est vraiment profondément
qui a fait évoluer sa gamme de produits de manière considérable avec les opportunités liées à la mobilité propre. Ensuite, intérieur, la partie intérieure qui est donc tout ce qui est équipement dans l'habitacle du véhicule, planche de bord et garniture. Et enfin, la quatrième activité principale, une activité plus récente, puisqu'il s'agit qui est née avec une joint venture qu'on a fait avec Clarion et qui est spécifiée sur tout ce qui est électronique, développement de la technologie pour des véhicules autonomes. Tout ce qui est partie sensor, donc pour aider à la conduite. Donc, je vous le disais, hein, donc vous avez les quatre éléments. Donc, historiquement, le plus gros, donc c'est Seating, donc la partie siège, comme je vous l'ai dit, avec près de 40 000 employés. Ensuite, intérieur, avec plus de 30 000 employés. Enfin, Clean Mobilité, 21 000 et Clarion, 6 000 employés. Donc, quelles sont un petit peu les lignes de produits qui sont développées au sein de ces quatre activités? Vous en avez ici quelques figures. Certaines sont liées donc, au siège avec tout ce qui est l'assemblage complet, qui sont en général des usines qui sont à proximité des usines clients juste à temps. Mais après, ce qu'on appelle les usines techno pour faire les composants clés de ces sièges, à savoir la partie mécanique et toute la partie articulée qui s'est profondément développée ces dernières années, et puis la partie coiffe et mousse. Donc, à chaque fois, ça va être la même approche avec des usines qui sont proches des clients avec une distribution en juste à temps, et puis des usines techno avec des process plus lourds, bien évidemment, qui viennent servir ces usines en juste à temps. Le portefeuille de Faurecia est très étendu. Historiquement, bien sûr, il était tourné vers d'abord les clients français, les clients européens, et puis maintenant, ça inclut bien évidemment les trois continents, bien sûr, l'Asie, non pas seulement le Japon, mais également tous les constructeurs chinois qui se sont développés depuis une trentaine d'années. Le marché américain, le marché européen, comme je l'ai dit, que ce soit des marques, je dirais, grand public ou des marques premium. On est en plein développement également avec des nouveaux entrants, comme on l'appelle. Vous les voyez ici à 4 qui sont des équipementiers sur des niches. Et la stratégie est vraiment d'occuper toute la gamme de construction automobile. En termes de stratégie, de partnership qui ont pu être signés ces dernières années, je voudrais juste mentionner celui-ci, Axe, qui s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale et de la neutralité carbone. Je reviendrai après plus amplement, mais avec la transformation digitale, bientôt c'est tout ce qui est lié à Microsoft, et puis la neutralité carbone, principalement Schneider Electric, avec un partenaire fort pour nous accompagner dans ces démarches. Donc, j'attaque tout de suite avec la neutralité carbone. Qu'est-ce que ça veut dire pour Faurecia, et puis quels sont les objectifs que Faurecia s'est donnés? Clairement, pour le groupe, c'est d'abord une obligation par rapport aux défis climatiques qui sont devant nous, mais c'était aussi une opportunité, bien sûr, pour gagner en compétitivité sur nos marchés et avec nos clients. Un roadmap donc, a été défini, une stratégie a été définie avec des objectifs chiffrés qui s'inscrivent dans la demande de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Je viendrai plus en avant, mais bien évidemment avec deux axes principaux, hein, dépenser moins, utiliser moins d'énergie, et puis également utiliser mieux, à savoir de l'énergie propre et non pas de l'énergie tirée de ressources fossiles.
Et puis, c'est un plan qui encadre, bien sûr, les fournisseurs, les clients et même les employés. Ça s'inscrit dans une démarche de responsabilité, ce qu'on appelle CSR, c'est Corporate Social Responsibility. Ça s'inscrit dans une démarche plus ample qui touche pas simplement, je dirais, ces questions environnementales ou technologiques, mais également sujets liés à la diversité et comment l'entreprise peut impacter positivement et influer positivement ou avoir un impact positif sur la société. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu 6 initiatives qui ont permis, donc, qui ont été définies pour servir ce souci de responsabilité sociétale, dont, comme je vous le disais, la neutralité carbone, mais également d'autres ici. Donc, on va s'attacher aujourd'hui plus sur la partie neutralité carbone. Donc, 2 milestones. Un premier milestone, c'est 2025, donc c'est très proche, hein, c'est dans 4 ans. L'objectif, c'est d'atteindre une neutralité carbone pour tout le groupe Forestia pour ce qui est lié à nos opérations, à l'opération industrielle en tant que telle. Ensuite, il y a un deuxième step, 5 ans plus tard, en 2030, qui lui vise la neutralité carbone, mais en prenant en compte l'ensemble de nos émissions, pas simplement nos usines, mais en incluant toute la chaîne. Et enfin, en 2050, ceci prenant en compte également l'usage des produits dans la vie du produit, tout au long de la vie du produit. Donc, bien sûr, ça touche les opérations, la partie R&D, et puis également ce que j'appelle compensation, donc c'est ce qui est parti en vue d'intégrer toute la chaîne de valeur de la conception jusqu'au recyclage final. Donc, en chiffres, l'objectif premier 2025, on parle d'émissions internes pour tout le groupe de 750 kilotonnes, équivalent CO2. Donc, c'est le premier objectif qui est donné avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un partenariat fort avec Schneider Electric qui va nous permettre d'identifier donc des moyens rapides pour diminuer et être plus efficient dans l'usage de notre électricité ou de nos carburants. Ensuite, 2030, où là, on parle d'une échelle de valeur, enfin d'un volume d'émissions 10 fois supérieur à 7500 kilotonnes, où là, ça inclut bien évidemment l'ensemble du process des fournisseurs jusqu'à la vente du produit. Et enfin, en 2050, où on veut contribuer donc à une réduction des émissions par rapport à la vie complète des produits qui sont fabriqués par Forestia. Voilà, donc j'ai déjà parlé Ah oui, un point important, hein, donc toute cette stratégie, elle a été, je dirais, construite et validée par le SBTi, donc ce qui est l'organisme là qui permet donc de supporter les entreprises pour construire leurs objectifs et leur roadmap sur des bases scientifiques liées à une étude des opérations des entreprises. Une vue par rapport à où se place Forestia dans cette démarche. Aujourd'hui, on est clairement à l'avance et à la pointe au sein de notre secteur automobile, comme vous pouvez le voir ici. Je vais maintenant lancer une petite vidéo. Alors, je pense qu'il faut par contre que je stoppe. Je cherche à nouveau.
Adriana, c'est bon? Est-ce que vous voyez bien le film? Oui. Voilà. Voilà, donc comme je le disais, hein, donc 3 dates 2025, 2030 et 2050. 2025, neutralité carbone pour ce qui concerne notre opération industrielle seule. Et 2030, neutralité carbone en incluant toute la supply chain avec nous. Et 2050 aussi, c'est beaucoup plus large puisque ça considère l'usage que font nos clients eux-mêmes pas de nos produits simplement, mais du véhicule dans lequel il est inscrit. Voilà, et ça, c'est le roadmap jusqu'à 2025, comme vous pouvez le voir. Hein, la partie verte étant la partie saving, donc économie d'énergie, et la partie bleue, la partie transition, donc passer d'une énergie fossile à une énergie verte. Voilà, donc je dirais, voilà. Voilà, alors, on est clairement inscrit dans cette démarche également en Roumanie. Et là, c'est un exemple puisqu'on a contribué à un projet qui a été récompensé au sein du groupe, qui consiste à limiter l'impact CO2 qui est lié à tous nos déchets de fabrication en mousse et en textile, qui est fait sur les 2 usines de coiffe de siège que nous avons en Roumanie, à savoir Valcea et Talmaciu Patsibiu. Donc, on est vraiment inscrit en Roumanie également dans cette démarche carbone neutralité. Je vais passer maintenant à la transformation digitale, qui est clairement une deuxième stratégie, un deuxième acte de stratégie très, très important pour le groupe et sur lequel également on s'inscrit, on contribue complètement en Roumanie depuis nos usines. Ce que vous voyez ici, c'est je dirais le schéma de ce qu'on appelle le model plant en termes de système de production digital. Donc, avec les différents modules, les différents process
donc de nos suppliers jusqu'à nos clients. Et les différentes solutions digitales que l'on met en place. Bon, c'est un peu technique, mais avec MIP, Reactor, Neo, des éléments qui ont été principalement développés par le corporate grâce à des partenariats avec notamment Microsoft, comme je le disais tout à l'heure. Et notre usine, par exemple, l'usine de Ramnico-Velcha, qui est spécialisée dans les coiffes, est une de ces modèles plaintes dont la priorité et l'objectif est de mettre en place tous ces éléments, toutes ces solutions digitales entre 2021 et 2022. Voilà. Alors bien sûr, avec un objectif en soi, hein, d'améliorer notre opération et donc de faire des économies liées à cette transformation digitale. Donc ça, c'est sur l'ensemble des 100 usines qui représentent le groupe Seating, on fait partie de ces plans de modèles qui ont été choisis pour développer ces technologies sur les 2021 et 2022. Voilà, ensuite, quelques slides et une petite vidéo sur Faurecia en Roumanie. Donc d'abord, le premier slide, bien sûr, vous voyez la Roumanie ici, 5 usines en Roumanie, qui représentent les 3 business groups historiques, on va dire, la partie siège, comme je l'ai dit, la partie intérieure et la partie cleaning mobility. Ça fait 17 ans que nous sommes en Roumanie. Le premier SOP était en 2004 dans l'usine de Talmaciu à Sibiu, qui est spécialisée dans les coiffes. Au total, sur l'ensemble de la Roumanie, aujourd'hui, en 2021, on représente 3500 employés, dont près de la moitié dans l'usine de Faurecia Valcea, qui est également spécialisée dans la couture de coiffe en siège. Il y a ensuite donc 3 autres usines, 2 sur l'activité Interiors, à Pitești et à Argeș, et une autre usine à Craiova sur l'activité Cleaning Mobility. Il y a également 2 centres R&D, c'est important, et qui vient un peu en résonance à ce qu'a dit Adriana ou Sandra before, avant, dans le sens où que ce soit à Pitești ou à Sibiu, on a pu développer donc une expertise technique et développer un centre R&D, sachant que ce sont deux zones avec quand même une dynamique étudiante et un réservoir de matières risques qui permet de faire développer la R&D en Roumanie sur ces deux BG qui sont donc le Seating et puis le Interiors. Je vais maintenant passer une petite vidéo sur la Roumanie où vous allez voir des images de chacune de ces usines. Share. Voilà.
repartager mon écran. Exactement. Donc là, c'est quelques chiffres sur chacune des usines. L'usine de Forestia Valcea, la plus grosse usine, comme je l'ai dit, avec 1600 employés, dédiée sur la couture de coiffe. Et qui est dédiée, enfin, qui a plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui est sur du premium, premium car, à savoir des véhicules haut de gamme comme Porsche Cayenne ou SUV Touareg. Même activité à Talmachu à Sibiu, mais en plus réduit. C'est les lignes historiques sur lesquelles est également situé le centre R&D, avec des produits similaires également haut de gamme, principalement en cuir, en couture cuir. Enfin, l'usine de Pitești, qui travaille principalement pour le groupe Dacia et qui est donc spécialisée sur la partie intérieure, injection, assemblage, thermoforming pour faire tout l'habillage intérieur des véhicules. L'usine sœur de Pitești, qui est à Argeș, qui fait des produits similaires, mais avec un portefeuille client plus étoffé, puisqu'ils ne sont pas dans le périmètre d'achat physiquement. Avec également une partie couture pour la partie couture cuir en intérieur, qui peut être la partie volant ou la partie porte-gorge. Et enfin, à Craiova, une petite usine avec un business où on travaille sur des pots d'échappement pour le groupe Ford. Voilà, j'en ai fini donc sur la présentation du groupe Forestia, sa stratégie sur la carbone neutralité et puis la digitalisation et enfin son activité en Roumanie. Merci, merci Philippe. C'est toujours très intéressant de voir une présentation 360 d'un groupe et d'une entreprise. Félicitations pour vos activités en Roumanie. J'espère que c'est inspirant pour les participants. J'avais juste une question avant de clore ce webinaire dans quelques minutes. J'avais une question pour toi. Comment le groupe en Roumanie en fait, a su s'adapter pour traverser la crise Covid? Alors, effectivement, ça a été une crise difficile, pas simplement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique pour toute industrie, en particulier, et également la nôtre, puisque à partir de mars, tous nos clients, on les uns après les autres fermés, certains pour quelques semaines, d'autres pour plusieurs mois. Donc, il a fallu s'adapter de différentes manières. D'abord, trouver des activités alternatives. C'est ce qu'on a fait. Par exemple, dans l'usine de Valcea, qui est spécialisée dans la couture, on a développé donc, pendant cette période la fabrication de masques chirurgicaux pour fournir le groupe. Principalement, donc on a fabriqué plusieurs millions de masques, principalement pour les livrer au sein des usines du groupe et également pour un usage interne. Il y a eu très, très peu de commercialisation en dehors du groupe. Mais ça nous a permis donc de réduire le nombre d'employés qui étaient en chômage technique. Le reste des employés étant bien évidemment en chômage technique. On a eu des aides significatives de l'État roumain, avec un chômage technique qui était payé donc à 75% par l'État. Et voilà, après, on a la chance en Roumanie, je dirais, et peut-être pas sur l'usine de Pitești parce qu'ils sont monoclients, mais sur les autres usines, que ce soit Argeș, Valcea ou Sibiu, d'avoir un portefeuille qui est assez étoffé, qui nous a permis quand même parce qu'il y a des clients qui ont mieux traversé la crise que d'autres. Et particulièrement, les clients tels que Porsche ou Volkswagen ont redémarré la crise très, très vite. Ils ont été finalement arrêtés que 5 semaines et ont redémarré avec une croissance très, très forte par la suite afin de compenser les pertes qu'ils avaient eues liées à leur arrêt de production. Et on a eu un deuxième semestre avec une très, très forte activité. Finalement, sur l'ensemble de l'année, malgré le shutdown qui nous a arrêtés complètement ou partiellement de mars à fin mai, on a eu simplement une perte d'activité de 8% sur l'année.
Donc, ça a été une année éprouvante, bien évidemment, mais qui a montré quand même la capacité d'adaptation et de résilience de nos usines en Roumanie. On a même été au-delà, dans le sens où on a même été capable d'être une solution pour d'autres usines de groupe, alors pas simplement pour la fabrication de masques, comme je le disais, mais également pour d'autres usines de groupe qui avaient des difficultés industrielles liées à la pandémie. On a été appelé au secours pour pouvoir démarrer rapidement, c'était quoi? C'était peut-être au mois de septembre, octobre, des productions pour pouvoir éviter des stoppages clients, enfin des arrêts clients, compte tenu des difficultés opérationnelles qu'il pouvait y avoir, par exemple, dans certaines usines d'Afrique du Nord, qui étaient en activité très, très réduite à cause des taux de pandémie en vigueur dans ces pays-là. Donc, ça a été globalement une année très positive pour la Roumanie, avec bien sûr un impact sur les ventes, mais modéré. Et puis, ça a donné l'opportunité au pays, enfin à nos usines en Roumanie, de montrer à quel point on pouvait s'adapter et être résilient. Merci, merci Philippe. Je pense que cette réponse illustre les propos que Ruxandra et moi-même avions en début de présentation, c'est-à-dire la résilience du secteur industriel, les opportunités qu'il présente en cette période, le potentiel de développement futur en termes de productivité, d'innovation, d'efficacité. On va arrêter bientôt ce webinaire. On a déjà dépassé de quelques minutes. Pour vous rappeler en quelques mots les rôles de la Chambre de commerce française en Roumanie, qui s'appuie sur une communauté de 550 entreprises et qui bénéficie en fait du savoir-faire de ces entreprises pour aider les nouveaux arrivants. Avec des services d'information, études de marché, de prospection, recherche de fournisseurs, sous-traitants, clients, services d'implantation, hébergement, domiciliation, assistance au recrutement, croissance externe ou développement commercial à travers des formules comme le commercial à temps partagé. Slide d'après. Et bien sûr, nous avons quelques avantages, la connaissance fine du système, et de l'écosystème et du réseau d'affaires, une connaissance approfondie des marchés, une adaptabilité, une souplesse et des équipes qui ont l'expérience de l'expertise et souvent trilingues et qui peuvent accompagner différents types de services. Avant de clôturer, quelques mots sur une démarche complémentaire en fait de nos partenaires de Business France qui sont en train de démarrer à partir d'aujourd'hui le French Fab Days en Europe centrale et orientale, sur la République tchèque, la Pologne, la Roumanie. Une thématique qui est extrêmement complémentaire au sujet qui a été présenté aujourd'hui autour de la robotique industrielle, de l'intelligence artificielle, qui a beaucoup de potentiel comme vous avez pu le comprendre. Et je vous invite à consulter le site pour avoir les dates des prochains rendez-vous et les étapes d'intégrer cette démarche. Avec ces mots, je vous remercie de votre participation et je vous remercie également de votre participation à ces 2 jours de webinaire BBF Monde. Et on reste à votre disposition pour vous accompagner sur vos questions ou sur vos démarches futures. Bonne journée. Merci, Adriana. Merci. Merci, Adriana. Oui. Bonne journée. Bonne journée Merci. à tous. Oui, au revoir.